Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Sophie. Il est 19h. Bienvenue dans ce journal. À 4 jours du second tour des municipales, les listes sont closes depuis hier soir. À Toulouse et dans son agglomération, les candidats jettent donc leur dernière force sur le terrain. Nous avons interrogé les deux prétendants au fauteuil de maire de Toulouse aujourd'hui sur plusieurs questions. Le non-accord du PS avec le Front de gauche, profiterait-il à l'UMP Jean-Luc Moudenc ou encore la réserve des abstentionnistes, la grande inconnue de ce second tour. Gros plan ce soir également sur les communes de Ramonville et de l'Union où là non plus rien n'est joué. Et puis à l'occasion du festival Ciné Latino, nous recevons ce soir un invité de marque, Jérôme. Oui, Benjamin Neustadt pour son film Historia del Miedo, Histoire de la peur. Bonsoir. 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 Mais tout d'abord, donc, nous sommes à 4 jours de savoir qui, de Pierre Cohen ou de Jean-Luc Moudenc, tiendra les rênes de la Ville Rose pendant les 6 prochaines années. Les deux candidats ont chacun de leur côté tenu une conférence de presse aujourd'hui. Et si la première partie de la campagne avait été plutôt courtoise, les deux candidats se sont lâchés aujourd'hui devant micro et caméra. Jean-Luc Moudenc accusant Pierre Cohen d'être violent et menteur. Le maire sortant de son côté a déclaré que le projet du candidat UMP est, je cite, soit une imposture, soit il met la ville à genoux. Fin de citation. Nous avons interrogé les deux finalistes sur plusieurs questions. Quelles sont les raisons et les conséquences du non-accord de Pierre Cohen avec Jean-Christophe Célin du parti de gauche? Comment ramener les abstentionnistes aux urnes? Près d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé le 23 mars à Toulouse. Mais tout d'abord, le maire sortant Pierre Cohen a clairement critiqué le gouvernement Ayrault dans un communiqué de presse hier. Réaction du candidat UMP Jean-Luc Moudenc. Et ensuite, réponse de Pierre Cohen. Je m'engage à tout mettre en œuvre pour infléchir une politique nationale avec plus de justice sociale. Je crois que c'est Pierre Cohen qui a écrit lui-même que son projet municipal était en résonance avec le gouvernement, avec la politique du président de la République et de la majorité parlementaire. Donc s'il change de posture entre deux tours, c'est qu'il n'est pas très sûr de lui. En tout cas, je trouve que ce n'est pas très franc. Il est le candidat gouvernemental. Il y a une grande partie des électeurs de gauche à Toulouse qui le lui reprochent parce qu'ils ont été déçus par le président de la République et par le gouvernement. Je crois que ça serait beaucoup plus digne de sa part que d'assumer jusqu'au bout la position réelle qui est la sienne. Aujourd'hui, il y avait un espoir autour des engagements de François Hollande. Ils ne vont pas assez vite. Il y a aujourd'hui une certaine désespérance. Il y a des gens qui sont en difficulté, donc il faut qu'il y ait un certain nombre de mesures et un certain nombre d'infléchissements par rapport à ce qu'il a promis. Je ne lui demande pas de faire autre chose parce qu'on l'a élu pour ça. Mais il y a des choses un certain nombre de propositions. Je pense par exemple à quelque chose qu'on attend depuis très longtemps et qui est presque prêt. C'est la politique de la ville. François Lamy a fait un programme. On a une loi, on a pratiquement une contractualisation. Nous entendons là demain d'être au rendez-vous de la rénovation urbaine, de la façon dont on peut proposer une véritable dynamique économique et de l'emploi pour les gens des quartiers. Pas d'accord entre Jean-Christophe Célin du Front de gauche et le Parti socialiste. Il est dans la logique Mélenchon. La logique Mélenchon, rien ne l'intéresse sauf de tomber le gouvernement. Lui, rien ne l'intéressait sauf peut-être de me marginaliser. Il n'a pas réussi, toutes les forces de gauche et d'extrême gauche ne sont pas tombées dans le panneau. Ils ne sont pas venus. Le Parti communiste est venu avec moi, d'autres ont fait des listes. Mais aucune n'a accepté de vouloir faire un rassemblement anti-PS et anti-Cohen. Et après, il vient me demander d'être sur la liste, c'est pas sérieux. Pierre Cohen s'est comporté de manière très autoritaire. Il a même souvent violenté ses propres alliés. Cela a eu pour effet que 5 listes étaient au premier tour en lice, se réclamant, ou du moins venant de sa majorité, et au total 7 listes de gauche et de gauche radicale. Et il n'a réussi à faire d'alliance qu'avec l'une d'entre elles. Ce qui veut dire effectivement qu'il y a beaucoup de Toulousains de gauche qui ne veulent pas de sa réélection. Quelles sont vos réserves de voix ? J'ai deux types de réserves de voix. D'abord, dans les abstentionnistes, beaucoup n'ont pas voté alors qu'au fond, ils étaient d'accord avec mes idées, tout simplement parce qu'ils ont été découragés par une avalanche de sondages qui leur disait que l'élection était faite et qu'au fond, ce n'était pas la peine de se déplacer. Et puis, il y a une deuxième catégorie de Toulousains qui constitue ce que vous appelez la réserve de voix. Ce sont les Toulousains qui ont choisi une des 8 listes en lice au premier tour et qui ne sont plus représentés au second tour. Il faut évidemment que tout le monde se mobilise. Ce n'est pas gagné. Une force réactionnaire et absolument conservatrice et qui voit la ville de Toulouse, je dirais, avec une vision du passé,
peut gagner dimanche soir. Et donc il faut tous se mobiliser. Donc je dis attention, qu'il n'y en ait pas qui, sur le plan culturel, sur le plan d'éducation, sur le plan du lien social, la vie des quartiers, disent « Eh bien oui, c'est trop tard ». Et puis un sondage CSA, BFM TV, Le Figaro est paru en fin d'après-midi. Il donne Pierre Cohen gagnant de justesse avec 50,5% des voix. Voilà, et la confrontation Pierre Cohen Jean-Luc Moudenc aura bien lieu. Débat à voir sur TLT demain soir à 20h. Et puis autre débat de second tour à ne pas manquer sur notre chaîne, celui concernant la commune de Blagnac et qui opposera donc Bernard Keller à Bernard Loumagne à voir à 21h. À Ramonville, contre toute attente, aucune alliance entre les Verts et le maire sortant PS, Sophie. Oui, Jérôme, ce sera donc une triangulaire pour les électeurs dimanche. Explication tout de suite de Marie Larpan. Impossible pour Christophe Lubac et Europe Écologie Les Verts de trouver un terrain d'entente dans la course à la mairie de Ramonville. La liste Ramonville pour tous que je mène a, dans ces élections, eu la légitimité des Ramonvillois en sortant en tête. Donc nous nous avons dit, la porte reste ouverte et nous vous proposons de pouvoir fusionner nos deux listes. Eh bien, la seule réponse qui nous a été faite par cette liste a été « nous contestons encore la légitimité du maire sortant ». À partir de ce moment-là, ce refus, cette rupture fait qu'effectivement, nous serons dans le cas d'une triangulaire où le plus grand danger est que la droite puisse s'emparer de cette commune alors que la gauche est largement majoritaire sur Ramonville. En 2008, les écologistes s'étaient pourtant alliés à Christophe Lubac au deuxième tour des municipales. Ils estiment que le maire sortant n'a pas tenu ses engagements au cours de son mandat. Il ne nous a, on va dire, rien proposé de significatif dès le démarrage. Nous lui avons montré qu'il était difficile pour nous de re-signer un accord avec quelqu'un qui n'avait pas tenu sa signature. Et nous avons proposé, en intelligence et en responsabilité, d'essayer de trouver une autre tête de liste qui pouvait être consensuelle, satisfaire les uns et les autres, y compris dans le camp des socialistes. C'est clairement Christophe Lubac qui, dans son incapacité à créer le dialogue, à rapprocher les militants, à fédérer, qui porte la responsabilité de la situation actuelle. Cette gauche ramonvilloise irréconciliable, c'est du pain béni pour la droite qui comptait également deux listes au premier tour. Patrice Brault, soutenu par l'UMP, l'UDI et le MoDem, est le seul à se maintenir. J'avais cette liste effectivement dissidente de M. Eric Lanzan, qui a décidé de se retirer du second tour et n'en fait que 11% des voix. Donc, je le remercie pour ce désistement, ce qui nous permettra à nous d'être donc unis pour ce second tour, d'avoir une liste d'union du centre et de la droite unique et unie, et donc en mesure de battre M. Lubac au second tour sur une triangulaire. Mais pour Serban Lanzan, le quatrième homme qui a enregistré 11,61% des voix au premier tour avant de se retirer, le résumé est un peu rapide. Il a refusé la fusion et l'alliance et ne donnera aucune consigne de vote dimanche. Pour lui, les électeurs auront le choix entre deux impasses à gauche et un coupe-gorge à droite. Entre une gauche franchement désunie et une droite guère plus unie, les Ramonvillois devront trancher. Voilà, et de Ramonville, on part à l'Union, au nord-est de Toulouse, où là non plus rien n'est fait, Jérôme. Oui, on assistera à une triangulaire dimanche avec deux listes à droite et une seule à gauche. Les détails avec Gabriel Orion et Fabien Tacard-Blanchin. Le maire historique s'en va et tout est dépeuplé. L'Union est ancrée à droite depuis 1945. Pourtant, le grand gagnant du premier tour est... D'abord, une grande satisfaction d'être premier avec 5 listes. Ensuite, une dynamique qui a été créée pendant toute la campagne. Marc Perret est talonné par deux listes d'hiver droite. Avec 26% des voix, Nadine Morin est la mieux placée, talonnée par Jacques Dahan, le poulain du maire sortant. J'arrive première donc, des 3 listes majoritaires de la majorité sortante. Donc aujourd'hui, nous allons nous attacher à nous unir pour battre aujourd'hui le candidat communiste. Une union qui n'aura finalement jamais lieu. Après d'âpres négociations, Jacques Dahan a choisi de maintenir sa liste. Alors la proposition de Mme Morin, c'était la suivante. Faire une union avec elle, avec uniquement 9 colistiers, dont moi, pour faire partie de son groupe. Elle désirait choisir parmi mes colistiers le nom des membres qui pouvaient être candidats à cette fusion de liste. Je dis non.
Jacques Dahan a même été rejoint par le troisième homme à droite. Il faut dire que Nadine Morin ne voulait pas entendre parler de Gilles Ourquet sur sa liste. Le problème, c'est que j'ai un certain franc-parler et j'ai dit certaines vérités qui n'étaient peut-être pas bonnes à entendre pour elle. Écoutez, en tant que candidate et première de tête de liste, j'ai aussi le droit et la faveur de faire ce choix-là pour les Unionnais. Donc j'ai essayé de choisir les meilleures personnes possibles. Marc Perret, de son côté, a été rallié par la liste socialiste de Marie Garcia. La triangulaire est donc actée et le seul finaliste à gauche se délecte des bisbilles du camp d'en face. Ces deux listes ont passé 3 mois à s'insulter à travers des tracts. Qui peut croire aujourd'hui qu'une équipe rassemblée autour de ces deux listes-là puisse gérer de manière sereine la ville après un déballage de temps de haine et de rejet entre eux. Avec une droite divisée, la mairie de l'Union est donc bien partie pour connaître un premier édile de gauche sous la Ve République. Avant de refermer cette page politique, un rappel. Comme dimanche dernier, TLT se mobilise dimanche 30 mars pour vous faire vivre les résultats du second tour de ces municipales au plus près. Analyse, commentaires, reportages avec nos journalistes sur le terrain et nos experts en plateau. Le second tour des municipales à Toulouse et dans son agglomération, c'est à suivre en direct sur TLT à partir de 19h. C'est acté, l'université Toulouse 2, le Mirail, devient l'université Jean Jaurès. Le conseil d'administration de l'université a voté aujourd'hui en faveur de ce changement de nom. Sophie. Et Martin Malvy, président de région, s'est félicité, je cite, de cette nouvelle appellation qui participe au rayonnement de l'université en s'appuyant sur la renommée internationale de Jean Jaurès et la portée universelle de son message. Fin de citation. On n'a pas tout à fait fermé cette page politique puisque nous avons un extrait du débat Cugnot enregistré aujourd'hui sur ce plateau. Débat donc de second tour. À voir tout de suite. 3 Cugnalais sur 4 ont refusé la gestion de M. Guérin. Et 3 Cugnalais sur 4 ont demandé le changement. Pour faire le changement, il n'y a qu'une seule solution, c'est rassembler le plus large possible. C'est ce que j'avais toujours essayé de faire dès le premier tour, de faire un rassemblement de large union. Ça n'a pas été possible au premier tour, ça l'est au second, et je m'en réjouis. Et je remercie Michel Aujoie d'avoir permis ce rassemblement. Il est nécessaire de travailler peut-être plus étroitement avec la population cugnalaise, mais je crois surtout qu'il est aussi important de développer, d'amplifier les actions que nous avons menées, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine éducatif, lancer immédiatement les travaux et les études du 5e groupe scolaire, sur lequel nous avons d'ailleurs, à l'occasion du dernier budget, voté les crédits nécessaires au financement des études. C'est de poursuivre l'achèvement du pôle culturel, mais c'est aussi travailler, je dirais, sur l'aménagement du centre-ville, sur le renforcement des liaisons entre les quartiers, c'est de renforcer également l'action de Toulouse Métropole sur l'entretien des chaussées et des voiries. On termine ce journal avec notre invité. Il s'agit du réalisateur, acteur, scénariste argentin Benjamin Nestad. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Toulouse à l'occasion du festival Ciné Latino. Vous êtes venu y présenter votre premier long métrage, Historia del Miedo, Histoire de la peur. Sophie. Oui, qui est donc projeté dans le cadre des 26e rencontres d'Amérique latine et ce jusqu'à dimanche. Historia del Miedo, c'est l'histoire de gens qui vivent dans un de ces quartiers aisés de Buenos Aires, entourés d'une clôture en métal avec un gardien qui fait sa ronde sur du gazon bien taillé, mais le moindre événement qui sorte de l'ordinaire leur fait peur. Le film sonde la peur et son côté irrationnel dans la façon de regarder l'autre lorsqu'on ne connaît pas son monde. On regarde un extrait de la bande-annonce et on en parle. Copia central. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para. ¿Qué ¿Cómo era la gente? Cara de odio. ¿Otra? ¿Qué pasó? Está sonando la alarma hace un rato, no me gustaría que te fijes. Me han cortado, ¿te das cuenta? Es peligroso, sí. Hay que hacer algo. ¿No ves que están entrando en la casa? No, tranquila, yo no lo explico. ¡Cálmese, vieja de mierda! Sí, miedo, tenía terror. Amalia estaba pero aterrorizada. No podía hacer nada. No se ve nada. ¡Chicos! ¿Me escuchan? ¿Cuándo los viste por última vez? ¿Dónde estaban? Estaban ahí, al borde de la pileta. Tienen que estar por ahí cerca.
Voilà, Historia del Miedo. Bonsoir Benjamin Neustadt. Vous êtes un jeune réalisateur, vous avez 28 ans. Il s'agit de votre premier long métrage qui a été présenté au dernier festival de Berlin en février dernier. Donc c'est en quelque sorte une radiographie de la société où l'ordre social est précaire. Est-ce que vous auriez pu faire ce film dans un autre pays ou dans une autre grande ville d'Amérique latine que Buenos Aires? Oui, tout à fait. Je pense que les problèmes sur lesquels les films portent sont communs, sans doute, à toute grande ville de l'Amérique latine. Et d'ailleurs, je l'ai écrit pendant que j'habitais en France en partie. J'habitais au nord de la France. Vous avez étudié à Lille, c'est ça? Oui, tout à fait. D'où votre français parfait. Oui, et donc, parfait. Et à cette époque, je me suis beaucoup inspiré des choses que j'aimerais remarquer dans le nord de la France, où il y a beaucoup de tensions sociales aussi. Je pense qu'il y a des problèmes qui sont communs dans le monde d'aujourd'hui. Vous avez dit dans une interview que les gens ont tendance à exagérer leur peur. Oui, je pense que justement le film porte sur ça, c'est-à-dire comment on est arrivé à vivre d'une façon dans laquelle tous nos choix sont portés par la peur qui vient souvent des médias et très souvent des politiciens qui ont leur agenda et qui se servent de notre peur pour nous amener à vivre comme ils veulent. D'Internet également, non, j'imagine? D'Internet aussi, oui, tout à fait, oui, c'est la vie moderne. Alors, on est en pleine période électorale. Est-ce que vous pensez que dans ces périodes particulièrement, les gens exagèrent leur peur et ont tendance du coup à avoir des réactions extrêmes dans les urnes? Oui, je sais qu'il y a eu un choc électoral très récemment. Je pense que souvent les gens, malheureusement, sont plus portés par leur peur que par leur espoir quand ils doivent choisir l'avenir de... Une sorte de paranoïa en fait. C'est où ils habitent, oui, tout à fait. Et il y a des politiciens qui sont très au courant de ça, que les gens ont plus facilement peur que des espoirs pour l'avenir. Et c'est très facile d'exploiter la peur à l'autre surtout. Est-ce que vous regardez un petit peu ce qui se passe en France en ce moment, le contexte électoral? Il y a des choses qui vous surprennent? Pas trop, si vous voulez. En ayant vécu ici, je pense que pendant 2 ans, j'ai vu quand même une certaine dérive dans la société, et beaucoup de tensions sociales et beaucoup de frustrations chez les gens. Alors, je pense que ça me surprend jusqu'à un certain degré. Pour en revenir quand même à votre film, vous mettez énormément l'accent sur le bruit, qui est très présent. Beaucoup de pleurs, beaucoup de coups de feu. Parfois, c'est même à la lisière du film d'horreur. C'était voulu ? Oui, c'est voulu justement parce que c'est un film qui parle d'un autre qu'on n'y voit jamais. Alors il est tout le temps suggéré par le son, par l'obscurité aussi. Donc il y a beaucoup d'éléments de films d'horreur dans ce film qui sort d'ailleurs en France après l'été. Oui, il va sortir à la rentrée. Il y a par exemple à Buenos Aires des alarmes des maisons qui sont très fortes. Ça c'est vrai ou c'est exagéré dans le film? Ah non, c'est tout à fait vrai. Et c'est très latino-américain, c'est la culture de l'alarme, aussi la culture de la sécurité privée. C'est-à-dire on est entouré tout le temps par des dispositifs de sécurité qu'à la fin on se demande quels sont s'ils ont, mais ils finissent par régir la façon dont on vit. Comment votre film a été aperçu et perçu au dernier festival de Berlin? En février. Oui, les films ils tournent beaucoup en ce moment. À Berlin, il y a eu une bonne réception, bien que la société allemande, évidemment, n'a rien à voir avec la société argentine. Je pense que les gens font leur lien et je viens de le montrer à New York. Et là, les gens, ils étaient vraiment touchés par des choses, parce que là-bas aussi, à New York, il y a des énormes tensions sociales. Donc je pense que ça parle de problèmes communs. Qu'est-ce qui vous fait peur personnellement, Benjamin Neustadt, dans la société aujourd'hui? Justement, comme je disais tout à l'heure, le fait que les gens, au lieu de choisir leur avenir avec des espoirs, avec un esprit positif, ils vont dans le noir. Merci en tous les cas d'être venu nous parler de votre film, qui, on le rappelle, est en compétition donc, au Festival Ciné Latino à Toulouse et qu'on peut voir vendredi à la Cinémathèque à 19h45, suivi d'une conférence. Oui. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci Jérôme. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur TLT.